partir aujourd'hui, chers auditeurs, vers le XVIIIe siècle, car je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'une expédition conduite au Pérou au milieu du siècle par un certain nombre de savants français partis reconnaître l'arc du Méridien. Un beau jour de mai 1735, une flûte royale, le portefaix, quitte La Rochelle pour faire voile vers les Antilles, avec à son bord 3 membres de l'Académie des sciences, un médecin naturaliste, 6 autres compagnons, 14 domestiques. Tout ce petit monde a pour destination le Pérou, car il s'agit d'aller mesurer la longueur d'un degré, du premier degré de latitude sur l'arc du Méridien. De quoi s'agit-il? Eh bien, à l'époque, on discute encore sur la forme véritable de la Terre, et 2 expéditions ont été programmées pour cela par l'Académie des sciences. L'une en Laponie, qui sera confiée à Maupertuis et qui devra gagner le cercle polaire, et puis une autre à hauteur de l'équateur. Alors la Laponie, c'est beaucoup plus proche de la France, de plus les bonnes relations entretenues avec la Suède facilitent les choses. Pour ce qui concerne l'équateur, c'est évidemment plus difficile parce que les régions équatoriales en général sont difficiles d'accès, ont un climat particulièrement hostile, voire des populations elles-mêmes hostiles. C'est plutôt donc vers l'Amérique du Sud espagnole que se tournent les regards. On pense plutôt à Quito, qui est une ville située de plus en altitude, ce qui pourra faciliter les observations nécessaires. En plus, le Maurepas, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, fait valoir que ce sera aussi l'occasion d'obtenir des renseignements concernant l'Empire espagnol d'Amérique. Alors c'est ainsi que Pierre Bouguer, astronome, Louis Gaudin, mathématicien, Charles de la Condamine, géographe, donc, ce sont des académiciens, ainsi que Joseph de Jussieu, médecin naturaliste, et puis 6 autres collaborateurs moins connus, ont obtenu des passeports du roi d'Espagne pour entreprendre cette expédition hors norme. Les voilà partis en direction de la Martinique, leur navire mouille à Fort-de-France, la Condamine va faire une petite reconnaissance jusqu'à Saint-Domingue, mais l'expédition va rester en tout 3 mois aux Antilles avant de trouver un bateau qui va conduire nos voyageurs en direction de Carthagène des Indes. C'est la Condamine qui part en avant-garde sur le Vautour et qui arrive dans le port espagnol en novembre 1735. Là, les choses s'organisent. On va mettre à leur disposition 2 officiers espagnols, George Juan et puis Antonio de Ulloa, qui sont chargés de les accompagner, en même temps de les surveiller. On va passer 8 jours à Carthagène, puis prendre la route de Portobello à travers l'isthme de Panama, dans des conditions difficiles, parce que là, il faut se confronter au danger de la fièvre jaune, et puis arriver sur la côte pacifique, et bien, il faudra embarquer en direction de Guayaquil ou de Callao de Lima. En février 1936, on embarque à bord du San Cristobal, on passe l'équateur le 10 mars, événement évidemment considérable, et l'on gagne le port de Manta, à partir duquel on entend gagner Quito. On se dispute un peu entre les différents voyageurs, car certains déconseillent de gagner Quito, préféreraient pousser plus loin vers le sud. Finalement, on va finir par se mettre d'accord. La Condamine et Bouguer vont rester à Manta, Baudin va rester à Guayaquil sur la ligne équatoriale elle-même. Et puis finalement, au bout du compte, tout le monde va se retrouver à Quito, alors qu'apparaissent certaines difficultés financières, car Gaudin, chargé de la gestion des fonds qui ont été mis à leur disposition, prend quelques libertés avec l'argent en question. On ne s'en met pas moins au travail, en appliquant la méthode de triangulation, avec 2 collaborateurs, Couplet et Verguin, qui entament la carte de la région allant de Quito jusqu'à Cuenca, correspondant à la plaine de Cayambe. Couplet, malheureux, meurt de la fièvre jaune, c'est la première perte dans les rangs de l'expédition, mais les travaux avancent, même s'ils sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Il faut réaliser des travaux de terrassement pour que les observations puissent être mises en œuvre de manière
manière satisfaisante. Il faut beaucoup de patience et de persévérance. Pendant ce temps-là, Jussieu, le naturaliste, pousse jusqu'à Cusco, où il peut voir les anciennes murailles précolombiennes. Mais en fait, il est mobilisé par le gouverneur local parce qu'il y a une épidémie de variole dans la région. La vaccination de Jenner n'est pas encore apparue et il est mobilisé en tant que médecin pour faire face à ce fléau. Là, le neveu de Gaudin des Odonais, qui faisait partie aussi de l'expédition, épouse une fille créole, la fille d'une famille aristocratique, Isabelle de Grandmaison, qui sera l'un des personnages les plus en vue ultérieurement de cette aventure. En attendant, des nouvelles de France arrivent, en même temps que des lettres de change qui redonnent un petit peu de mou sur le plan financier à nos explorateurs, et ceux-ci apprennent aussi le succès complet de l'expédition conduite par Maupertuis en Laponie, ce qui ne peut que les motiver pour mener à bien évidemment leur entreprise. On va mesurer l'arc du méridien entre Quito et Cuenca. 3 équipes se constituent, Gaudin et l'Espagnol Juan, Bouguer et l'Espagnol Ulloa, et puis la Condamine et Verguin, Gaudin des Odonais et un autre collaborateur, Morinville, demeurant en réserve. On se retrouve alors, au-delà de ces travaux, face aux Andes, au spectacle magnifique et impressionnant des Andes, et on fait l'ascension de certains sommets, notamment celui du Pichincha, proche de Quito. Alors c'est difficile à organiser, il faut des mules, il faut des porteurs, on est confronté au vent, à la neige, au froid, des conditions difficiles, à la tempête, à la brume, à la grêle, mais on réalise toutefois des ascensions tout à fait spectaculaires qui sont des premières pour nos voyageurs européens. En décembre 1937, tout le monde se retrouve à Quito. Là, Jussieu traverse une crise de mélancolie. Gaudin continue à prendre quelques libertés avec les fonds attribués à l'expédition. De nouveaux groupes se constituent. Gaudin avec Juan et Ulloa, les 2 Espagnols. La Condamine avec Bouguer. Le travail continue, mais dans une atmosphère de conflit plus ou moins chronique. On réalise au passage des ascensions de sommets voisins, difficiles. Bouguer même sera très éprouvé lors d'une de ces ascensions par la neige, par la tempête. Lors de l'une de ces expéditions, Gaudin, Jorge et Ulloa sont même disparus, donnés morts par les porteurs qui ont pris la fuite, puis on va les voir réapparaître ensuite. Seigneur, l'un des adjoints de l'expédition, lui qui était à Cuenca, va connaître quelques difficultés parce qu'il est un peu trop entreprenant avec les dames de la région, ce qui l'amènera à se battre en duel et à tuer son adversaire. Mais tout cela crée une ambiance qui n'est guère favorable à la poursuite du travail scientifique. Toujours est-il que Cheniergue et la Condamine se retrouvent à Quito pour le mariage de Gaudin des Odonais avec Isabelle de Grandmaison. Et puis Bouguer, lui, et Gaudin restent sur leur montagne à poursuivre leurs recherches, leurs études et leurs mesures. Seigniergue va être tué par la foule lors d'une corrida parce qu'on lui reprochait justement son attitude vis-à-vis des dames de la région. On l'accusait de concubinage. Donc ça fait un 2e mort après celui qui a disparu du fait de la fièvre jaune. Et puis le travail continue. 4 ans d'efforts vont être nécessaires et on peut considérer fin janvier 1740 que le travail a été réalisé sur une distance de près de 350 km. La mission donc est accomplie. Bouguer va compléter le travail sur la côte du Pacifique pour vérifier les mesures qui ont été prises par ailleurs en altitude. La Condamine, qui est avant tout géographe, étudie lui le volcanisme. Il va faire l'ascension d'une Chimborazo
étudier l'éruption du Sunray, descendre dans le cratère du Pichincha pour prélever des échantillons rocheux. Il va assister au réveil du Cotopaxi, qui était endormi depuis 2 siècles, donc un événement tout à fait considérable. Il va constater comment, à 6000 mètres d'altitude, la lave fait fondre le couvert neigeux et glacé, ce qui va donner naissance à un fleuve de boue qui va ravager les versants de la montagne. C'est le phénomène des lares, bien connu en Indonésie. Et puis au bout du compte, on a réalisé le travail. La longueur du degré de méridien est établie à 344 km et 875 mètres. Alors il y a une petite différence de quelques mètres dans les mesures entre ce que trouve Bouguer et ce que trouvent ses compagnons, mais le travail, en tout cas, a été réalisé au bout de plusieurs années d'observation extrêmement intéressantes, extrêmement riches, qui vont faire de cette expédition l'une des grandes expéditions scientifiques du siècle. Alors maintenant, il faut rentrer. Gaudin, qui se trouve très bien sur place, n'est pas pressé de le faire. Jussieu, lui, voudrait aller reconnaître le cours supérieur de l'Amazone. Il va finalement échouer dans ses tentatives, revenir à Cusco. Et puis il y a aussi le fait de la guerre qui se déroule entre l'Angleterre et l'Espagne. Et on soupçonne Gaudin, qui avait des contacts en Angleterre avant le départ de l'expédition, d'être un agent anglais, ce qui ne facilite pas évidemment les choses. Il y a des problèmes aussi de relations avec les compagnons espagnols, parce que l'on veut diriger des pyramides commémoratives, alors ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on doit mettre dessus. Une histoire qui aura des échos lointains, puisqu'il se trouve que le hasard a fait que j'étais il y a quelques jours à Cadix, et il y a une grande plaque qui rappelle que c'est Ulloa qui a mesuré l'arc du méridien. Sous-entendu, ce ne sont pas les gens de l'expédition française. Il faut compter aussi avec les maladies en ces climats difficile. Bouguer va quitter Quito en février 1743 pour gagner Carthagène et puis de là l'Europe. Il sera à Brest en juin 1944. Il sera accueilli triomphalement à l'Académie. Pendant ce temps, l'un des membres de l'expédition, Hugo, est mobilisé pour aller réparer l'horloge de la cathédrale de Quito abîmée par un tremblement de terre. Il va tomber de l'échafaudage qui a été établi. C'est le 3e mort de l'expédition. Donc une affaire, on le voit, qui n'allait pas sans risque. La Condamine, lui, ne veut pas revenir en prenant la mer à Guayaquil pour rentrer à Panama et de là en Europe. Il voudrait reconnaître pour le retour une autre route. Il voudrait passer par le lac Titicaca et gagner ensuite Rio au Brésil. Et puis finalement, c'est l'idée de descendre l'Amazone qui s'impose. Il obtient les passeports portugais nécessaires et prend le départ en mai 1743. Il échappe à une embuscade des assassins de Seniergue qui voulaient lui faire également un mauvais parti, puis arrive à Coxa, point de départ du trafic sur l'Amazone, non sans avoir visité auparavant les mines péruviennes de Zaruma. Le voilà sur le grand fleuve avec un ami espagnol, Pedro Maldonado. Problème pour franchir des rapides, il risque de perdre ses archives, mais il est ensuite bien reçu dans les missions jésuites et par les autorités portugaises. Cela dit, il faut traverser ce qu'il est convenu d'appeler l'enfer vert, ce qui n'est pas une mince affaire, mais il entend établir une carte complète du fleuve, multiplie les sondages et recherche vainement, sans doute, les fameuses Amazones qu'avait évoqué Aureliana, le premier espagnol à avoir descendu le fleuve 2 siècles auparavant. Il arrive finalement à Para en septembre. Maldonado rentre en Espagne. La Condamine, lui, va gagner la Guyane, puis à partir de là, va regagner la France sur un navire hollandais. Il passera par Amsterdam et puis sera reçu
à son tour à l'Académie, où il présentera grande nouveauté des échantillons de caoutchouc. Alors, la Condamine est à peine rentrée qu'une vive polémique éclate entre lui et Bouguer qui l'a précédé. La publication du récit de leur voyage en 1749 ne fait qu'aggraver les choses, et la bagarre va continuer jusqu'à la mort de Bouguer en 1758. L'un et l'autre s'accusent mutuellement d'erreurs de calcul, voire de mensonges. Pendant ce temps, Verguin, lui, est rentré plus discrètement en France en 1745. Il va finir sa carrière comme ingénieur de la marine à Toulon. Et puis, il y a Gaudin des Odonais et sa femme Isabelle qui veulent rentrer également en France et qui entendent emprunter pour cela la route suivie par la Condamine, c'est-à-dire descendre le cours de l'Amazone. Mais Isabelle est enceinte, une 7e grossesse, les précédentes n'ont pas abouti, alors on attendra que cette 7e grossesse soit parvenue à son terme, et son mari part seul en janvier 1745. Il va descendre le fleuve sans difficulté, et 3 mois plus tard, il se retrouve à Cayenne, en Guyane. Entre-temps, une fille est née, mais il faut maintenant prendre le temps de l'élever avant de lui imposer les fatigues et les risques du voyage, et les 2 époux vont rester séparés pendant 18 ans. De plus, la fille en question meurt en 1767 du fait d'une épidémie de variole, et à ce moment-là, Isabelle décide de rejoindre son mari en Guyane, en descendant, elle aussi, l'Amazone. Départ en octobre 1769, Isabelle part avec 2 frères, un neveu de 10 ans, un médecin français, un esclave noir et 3 servantes, mais les guides et les porteurs s'enfuient dès le premier village indien qui est frappé par une épidémie. Ils vont continuer sur une pirogue, survivent ensuite pendant quelque temps dans une cabane. Le médecin et l'esclave noir vont partir pour aller chercher du secours, mais ensuite ils ne reviennent pas. Ceux qui sont perdus, isolés dans la forêt, construisent alors un radeau, mais ils se retournent, les bagages sont perdus, on va marcher le long du cours d'eau, puis couper à travers la jungle. Bien entendu, tout le monde se perd, tout le monde meurt, sauf Isabelle Gaudin des Odonais. Elle va errer pendant 9 jours au hasard dans l'immensité verte, avant d'être retrouvée par des pêcheurs indiens qui vont l'amener à une mission portugaise. C'est comme ça qu'elle peut retrouver à San Pablo sur l'Amazone, au début de 1771, son mari venu de Guyane pour la retrouver. Inutile de dire qu'elle apparaît comme une véritable miraculée, car on croyait que tout le monde avait disparu, que tout le monde était mort dans cette malheureuse expédition. Victime collatérale, son père, qu'il rejoint également dans la forêt amazonienne et qui perd la raison au simple récit des épreuves endurées par sa fille. Gaudin des Odonais et son épouse arrivent à La Rochelle en juin 1773, près de 40 ans après le départ de l'expédition française pour le Pérou. Que sont devenus les autres? Les 2 officiers espagnols qui accompagnaient les Français ont été faits prisonniers par les Anglais, libérés sur intervention de la Condamine, et puis ensuite ont été correspondants de l'Académie de Paris. Jussieu, lui, malade lors du départ de Bouguer, ne l'a pas accompagné. Il reçoit de l'argent pour repartir avec Gaudin, mais il est ulcéré par les rapports qui ont été faits à l'Académie, qui ne lui donnent pas, qui ne lui accordent pas les mérites auxquels il pense avoir droit, et les choses donc ne s'arrangent pas entre les différents acteurs, les différents participants. En plus, Jussieu, quand un séisme détruit Lima et Callao en 1746, il est mobilisé auprès des blessés parce qu'il y a des risques d'épidémie, comme on peut
l'imaginer. Et Gaudin, lui aussi, est mobilisé pour la reconstruction de la ville détruite, puisqu'il avait entre autres des compétences et des talents d'architecte. Tout le monde part de Lima en août 1748. On gagne Cusco, puis le lac Titicaca. Gaudin dépense tout son argent ensuite à San Paulo et à Rio. Et puis, les deux vont rentrer 2 ans plus tard à Lisbonne, puis à Paris en 1751. Gaudin va finir professeur de mathématiques à l'école des gardes marines de Cadix en Espagne. Jussieu, lui, va visiter les mines du Potosi. Il va rester pendant plusieurs années comme médecin et ingénieur en Amérique du Sud, réaliser de nouvelles excursions dans les Andes, s'embarquer à Guayaquil pour Panama et regagner l'Europe en 1771, 36 ans après son départ, alors que ses collections et ses archives ont été en majeure partie perdues. Celui qui tire véritablement gloire de l'expédition, c'est avant tout la Condamine. C'est à son nom qu'on l'associe généralement, mais il faut rendre justice à Bouguer, qui a été un excellent mathématicien, à Gaudin, dont le travail scientifique, malgré ses diverses frasques, est indiscutable, et surtout à Jussieu, très proche des hommes, très curieux de la nature, et attaché à rendre service dans les conditions difficiles qui ont été rencontrées au cours du voyage. C'est sans doute la personnalité la plus attachante de cette odyssée tout à fait étonnante. Ce n'est pas un personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, mais d'une bataille. Une bataille qui s'est déroulée il y a 260 ans, le 11 septembre 1758. Il s'agit de la bataille de Cinq-Cas. Nous sommes sous le règne de Louis XV et la guerre de 7 ans a commencé depuis 2 ans. On peut dire que cette guerre de 7 ans est une guerre presque mondiale, puisque les batailles se déroulent autant en Europe que dans les colonies, principalement dans les Amériques et en Inde, et autant sur terre que sur mer. Avant le début de cette guerre, sur mer en particulier, la France a les moyens de lutter efficacement contre les Anglais, mais sous réserve d'avoir les mains libres en Europe. Malheureusement, le jeu des alliances européennes, avec l'Autriche en particulier, l'entraîne aux côtés de l'impératrice Marie-Thérèse contre la Prusse qui est alliée à l'Angleterre. La guerre de 7 ans commence, mettant aux prises d'un côté la France, l'Autriche, la Russie, la Saxe, la Suède, l'Espagne et le Wurtemberg, et de l'autre la Prusse et l'Angleterre et quelques États allemands. Dans notre histoire de France, cette guerre a laissé un goût amer puisqu'elle a eu des conséquences catastrophiques pour la puissance française. Mais si le traité de Paris de 1763, qui y met fin, consacre cette défaite française et la perte d'une grande partie de notre empire colonial, les armées du roi ont remporté, surtout au début de la guerre où rien n'était encore joué, de belles victoires comme celle de la bataille de Cinq-Cas. Alors pourquoi Cinq-Cas ? Cinq-Cas qui est connu aujourd'hui comme une agréable station balnéaire des Côtes d'Armor en Bretagne Nord. Eh bien, en 1758, l'Angleterre décide de tenter d'entraver les liaisons maritimes entre la France, son principal adversaire, et les territoires outre-mer de celle-ci. De freiner ainsi l'aide que la métropole apporte à ses colonies. En créant un second front, avec des opérations coup de poing en plusieurs endroits de nos côtes, l'Angleterre veut que la France concentre davantage ses vaisseaux sur la Manche et l'Atlantique et ses troupes sur son propre territoire, afin de garder la France loin des champs de bataille du centre de l'Europe. Tout d'abord, 2 attaques éclairs sont menées contre Cancale et Cherbourg. La surprise est totale pour les populations des 2 villes, la résistance est faible et désorganisée, les destructions importantes, sans compter qu'un sentiment d'insécurité se développe sur les côtes françaises. Les Anglais décident ensuite d'attaquer la ville de Saint-Malo, foyer de corsaires et de marins bien connus qui provoquent, harcèlent et coûtent depuis trop longtemps de nombreux navires à l'Angleterre. Les Anglais vont monter une opération d'envergure, ne lésinant pas sur les moyens. D'autant plus qu'à ce moment-là du conflit, de la guerre de 7 ans, leur situation sur tous les fronts n'est pas très bonne pour eux. En Europe, ils sont affaiblis. Au Canada, le valeureux Montcalm a remporté la bataille de Ticonderoga,
Et oui, nous déchanterons plus tard. Bref, les Anglais ont besoin plus que jamais de contrer et désorganiser nos forces militaires. Le 3 septembre 1758, une flotte britannique d'une centaine de navires de taille variée, 113 exactement, commandée par le commodore Howe, croise au large des côtes du nord de la Bretagne en direction de Saint-Malo. Ils sont repérés par une frégate de surveillance qui tire 3 coups de canon pour donner l'alerte. C'est le branle-bas de combat chez les milices des gardes-côtes. Les forts de la côte bretonne hissent le drapeau rouge d'alerte. Bref, tout le monde est averti de l'arrivée des Anglais. Le corps expéditionnaire anglais d'environ 10 000 hommes, commandé par un certain colonel Blythe, débarque sur les plages de Saint-Briac et de Saint-Lunaire, à l'est de Cinca. Ils ont comme objectif de porter l'attaque le plus vite possible sur la ville de Saint-Malo. Mais, à la surprise des Anglais, la résistance est beaucoup plus intense que lors des 2 premiers débarquements à Cherbourg et à Cancale. Les populations comme les garnisons, averties, vont tenir tête aux troupes anglaises, à commencer par tous les forts de la côte qui résistent avec acharnement. Là-dessus, les corsaires de Saint-Malo et la frégate royale, la Renoncule, attaquent le corps expéditionnaire anglais sous un feu nourri et obligent les Anglais à reculer. Pour finir, le ciel s'en mêle et apporte une aide inattendue aux défenseurs, puisqu'une tempête se lève avec des vents de sud-ouest, obligeant la flotte anglaise à se réfugier dans la baie de Cinca, la coupant ainsi de ses troupes restées à terre. Celles-ci vont, après une reconnaissance en direction de Dinard, abandonner leur premier objectif d'attaquer Saint-Malo, qu'elles décrivent comme une citadelle ceinte de hauts remparts avec des batteries de chaque côté, 200 canons, des vaisseaux à l'embouchure de la Rance, dont la Renoncule et les corsaires. Ils se dirigent alors vers l'ouest afin de retrouver l'appui de leur flotte et éventuellement de pouvoir réembarquer. Mais pour rejoindre Cinca, ils doivent alors franchir à gué un bras de mer envasé, l'Arguenon, car la route de Plancoët au sud leur est fermée par la convergence de toutes les troupes du roi stationnées en Bretagne et appelées par le duc d'Aiguillon, gouverneur de la province. Le 8 septembre, à la hauteur du hameau du Guildo, les Anglais tentent de passer, mais se heurtent à une forte résistance locale retranchée dans le village et qui les canarde depuis l'autre rive. Il y a là 200 volontaires, des nobles, des bourgeois, des artisans, des paysans. Ils ont été appelés et rassemblés par un jeune notable de la région, un certain Rius des Villes-Audrin. C'est lui qui décide d'aller bloquer le passage du gué du Guildo, sans avoir oublié auparavant d'envoyer un courrier au duc d'Aiguillon en route vers Cinca. Cette résistance du Guildo a permis à Aiguillon de gagner du temps, de rassembler ses troupes et de venir depuis Brest pour attaquer les troupes anglaises. Car c'est un fait remarquable que l'efficacité et la rapidité des communications pendant ces événements. En effet, dès qu'il a été prévenu de l'attaque anglaise, le duc d'Aiguillon a réussi à faire converger l'ensemble des troupes en garnison sur le territoire breton vers 2 points de rassemblement principaux, Lamballe et Dinan. Parfois, ces troupes étaient non seulement disséminées sur plusieurs centaines de kilomètres, mais pour certaines éloignées de plus de 250 kilomètres du lieu de rassemblement et des événements. Dans le même temps, ont été organisées des reconnaissances à cheval menées par les dragons de Marbeuf afin de suivre les mouvements de l'ennemi et de savoir précisément où il se trouve. Au Guildo, le 9 septembre, à grand renfort d'artillerie, et certains disent au prix de la trahison d'un des habitants, les Anglais réussissent à passer le gué, mais laissent sur le terrain une quarantaine de morts et de blessés, dont le prince George, fils du roi d'Angleterre et lui aussi futur souverain, qu'ils évacuent en hâte vers la côte pour l'embarquer du petit port de Saint-Jacques. Là-dessus, les Anglais continuent difficilement à progresser vers Cinca. Sur leur passage, ils ne se gênent pas pour piller, saccager les hameaux et maisons qu'ils traversent, en particulier le gros village de Matignon, le 10 septembre, dans lequel ils sèment la désolation, incendiant, entre autres choses, le château du Val, pillant le manoir de Beaulieu et le château de Galinet. Ils arrivent enfin sur la plage de Cinca, sur laquelle ils construisent en hâte des retranchements pour protéger leur retraite et l'embarquement de leurs troupes. Les Anglais sont nombreux sur un espace plutôt restreint. Il règne une grande confusion. Blythe improvise, mais entre 8h et 11h, le plus gros des troupes a réussi à embarquer sur les vaisseaux de Howe. 1500 hommes des troupes d'élite anglaises sont encore sur la plage. Il y a entre autres 9 compagnies de grenadiers, des régiments de ligne, 4 compagnies des Grenadier Guards et 4 autres du 1er régiment des Guards.
Les Anglais se pressent, mais ne s'attendent pas à une attaque française massive et rapide. Pourtant, le 11 septembre au matin, le duc d'Aiguillon, qui a rassemblé la totalité de ses troupes, environ 7000 hommes, organise l'attaque en compagnie du comte d'Aubigny, qui commande l'aile gauche, de M. de Balleroy, qui commande l'aile droite, et du marquis de Broc, qui dirige le centre de l'armée. L'infanterie française commence à descendre vers la Grève à travers champs, vergers et landes. D'Aubigny arrive le premier avec le régiment de Le Boulonnais, commandé par le colonel de la Tour d'Auvergne, également avec le régiment Royal Vaisseau et le régiment de Brie. Et ce sont ces deux régiments qui, au vu de leurs pertes, ont connu le choc le plus fort avec l'ennemi. Je pourrais aussi citer le régiment de Fontenay-le-Comte, de Marmande, des volontaires étrangers et bretons, les dragons de Marbeuf et le régiment de Penthièvre sous les ordres du chevalier de Saint-Père. Toutes ces troupes mènent les premiers assauts et les premiers retranchements anglais sont pris. Mais bientôt l'artillerie s'en mêle. De part et d'autre, on bombarde. D'un côté les navires anglais et de l'autre les canons français. À la hauteur de la pointe de la Garde et du fort Lalatte, 3 navires anglais sont coulés. Puis, peu à peu, toutes les positions défensives des Anglais sont enlevées les unes après les autres. Dès lors, le réembarquement tourne au désastre et à la débandade. Les Anglais se battent quand même avec acharnement, au corps à corps et à l'arme blanche sur la plage. La mer est rougie du sang des malheureux qui tentent encore d'embarquer. De nombreuses chaloupes sont renversées. Certaines plus chanceuses s'enfuient à toute rame vers la flotte anglaise qui commence à appareiller, abandonnant le rivage de Cinq-Cas aux vainqueurs. Vers 11h, la messe est dite. Les vaisseaux anglais hissent le pavillon blanc et le duc d'Aiguillon fait cesser le combat qui n'aura duré que 2h30. Les pertes anglaises sont très importantes, surtout dans la bataille finale. Il déplore 1200 tués, des centaines de blessés et noyés, et enfin 732 prisonniers, dont 30 officiers. Tous les prisonniers seront correctement traités malgré les exactions commises dans le pays quelques jours auparavant. D'ailleurs, invité à un dîner par le duc d'Aiguillon, et oui, on savait faire la guerre et traiter correctement les vaincus à l'époque, Lord Cavendish et ses officiers portèrent fort courtoisement un toast au roi de France. Pendant ce temps, l'on enterre les morts. Les 155 morts français sont ensevelis en contrebas du village dans un lieu qui porte le nom de cimetière des Braves, qui est toujours visible aujourd'hui. Les Anglais dans les dunes de la grève de Cinq-Cas. Aujourd'hui, on aurait peine à croire que Cinq-Cas, le Guildo, a été le théâtre de combats aussi sanglants. Pourtant, la jolie station balnéaire porte encore discrètement le souvenir de cette bataille. On peut y voir le moulin Anne, où le duc d'Aiguillon installa son état-major. On dit qu'il apprécia aussi la compagnie de la belle meunière, d'ailleurs. On peut voir également un canon qui faisait partie de la batterie de la pointe de la Corbière, qui a été placé au lieu-dit la pointe de l'île. On peut aussi contempler un vitrail des années 1900 qui commémore l'événement dans l'église de Cinq-Cas. Et enfin, une colonne de 18 mètres érigée le 11 septembre 1858 sur laquelle on peut admirer le lévrier breton terrassé, le léopard anglais. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Yves-Marie Bercé, qui était déjà venu à notre émission il y a quelques mois pour son ouvrage consacré au phénomène d'hystérie collective dans l'histoire. Aujourd'hui, il s'agit d'un tout autre sujet, puisqu'il publie à la librairie Vuibert « Les secrets du vin ». Alors, c'est donc l'histoire du vin dont nous allons parler. Alors, il y a eu des pionniers dans ce domaine, Roger Dion, Marcel Lachivet ont travaillé sur ces questions, ce qui fait l'originalité du livre d'Yves-Marie Bercé, c'est qu'il a en quelque sorte un balayage international de la question, puisque nous allons avoir l'occasion de parler de vignobles forts divers, et puis il nous révèle aussi un certain nombre de faits méconnus ou inattendus relatifs à cette histoire du vin. Cela ne pourra que passionner tous les amateurs d'histoire et pas seulement les amateurs de vin. Yves-Marie Bercé, je le
présente de nouveau rapidement, historien moderniste. Il a été, dans la foulée de Roland Mounier, Pierre Chaunu et quelques autres, l'un des chefs de file de l'école historique française il y a quelques années. Il a dirigé l'école des Chartes. Il s'est spécialisé dans l'histoire des révoltes populaires au XVIIe siècle, mais aussi dans l'histoire des mentalités, ce dont témoigne son dernier ouvrage que j'évoquais tout à l'heure. Alors, Yves-Marie Bercé, il faut le rappeler aussi, est également bordelais. Hein. Alors, il ne parle pas que du vin de Bordeaux dans son ouvrage, je le précise. Je suis né à Bordeaux, je connais le vin, j'ai une maison en Médoc, mais bon, oui, ça... je ne veux pas me limiter au seul cépage bordelais. Je m'intéresse à l'ensemble des vins. Et de toute façon, c'est un livre d'histoire qui se veut un peu universel, puisque enfin, c'est une prétention certainement abusive, mais enfin, dans le cas de la vigne, c'est un moyen, en élargissant le regard, de voir cette progression, voir que le vin est un fait de civilisation, et que son histoire se décline à travers les siècles, les millénaires, qu'il correspond, il scande bien sûr les éléments de la grande histoire, mais aussi il a son histoire propre, si on peut dire, qui s'insère dans le cadre de la plus grande histoire. Alors la plus grande histoire, puisque vous évoquez notamment l'apparition du vin dans votre livre. Là. On peut croire être certain même, parce que c'est la confirmation qui en était donnée par les fouilles archéologiques, que le vin apparaît très tôt dans l'histoire de l'humanité, qu'il est certainement contemporain des premières civilisations sédentaires, dès lors qu'il y a des peuples qui construisent des cités murées et qui ont une agriculture et la viticulture est une des premières activités. Alors, les fouilles ont permis de trouver des tessons d'argile, de cruches d'amphores, qui sont de 4000 ans avant l'ère chrétienne, et qui ont indubitablement, par des analyses chimiques, la trace d'avoir porté un boisson fermentée de la vigne, si vous voulez, d'avoir eu du vin. Donc, et puis, on a notre trace que tout le monde connaît, c'est que dans la Bible et dans les évangiles, le vin est toujours présent, ce qui signifie que dans le Moyen-Orient tempéré, on dira que le vin est apparu très tôt et qu'il est, on dirait, il a subi des millénaires et des millénaires, et qu'il était, au temps de Jésus, une boisson de consommation courante. Alors oui, effectivement, il y a toute une histoire du vin dans l'Antiquité, avec la place qui est donnée notamment aux divinités du vin, Dionysos en Grèce, le Bacchus il est présent romain. bien sûr dans toutes les religions, si vous voulez, du Moyen-Orient. Et alors, cette vigne, à partir de quand apparaît-elle en France ? Très tôt. Alors, je ne saurais pas donner de date, mais en tout cas, elle est présente à l'époque celtique, avant l'implantation romaine. Avant la conquête romaine, avant la conquête même, de César. On peut être certain qu'il y avait un commerce du vin par les fleuves, dans toutes les terres, qui ont ensuite a été confirmé dans de cette fertilité spécifique. Dans la descente du Rhône, dans la descente de la Garonne, il y a évidemment l'apparition d'un commerce du vin très tôt, antérieur à la romanité. Et cette production, elle se développe à l'époque gallo-romaine. Il y a des régions nouvelles qui sont gagnées par cette culture. Oui, sans doute. C'est-à-dire que, surtout, il y a le fait que Rome est une consommatrice considérable de vin, et que Marseille va devenir un port essentiel pour l'approvisionnement de Rome. De l'Italie en vin. Et alors, et également, alors il faut dire quand même que l'Italie elle-même bien sûr, une viticulture qui est millénaire. Et alors cette viticulture, elle va être liée aussi dans son développement ultérieur à l'Église, sous des formes diverses. Dans la mesure où le Christ, par la scène,
a consacré le vin dans l'Eucharistie, où le vin est lié à la célébration du culte chrétien. Il va accompagner, le vin suit la dynamique de la propagation du christianisme à travers le monde. L'histoire du vin, on peut y distinguer dans cette géostratégie, si vous voulez, du vin, une première expansion qui est très directement liée au christianisme et qui dépasse les aires favorables à la viticulture, puisque le vin va être propagé dans le nord des îles britanniques pour accompagner l'évangélisation, et de même en Scandinavie. Et ensuite, je dirais, plus tard, on trouvera à l'époque contemporaine une dynamique qu'on dira pan-européenne, puisque en fond, le christianisme s'est confondu pendant très longtemps avec l'expansion européenne, et dans un monde déchristianisé, aujourd'hui, l'expansion du vin se poursuit avec le mode de vie européen. C'est ce qu'on observe dans la Chine actuelle. Ouais. Alors, cette vigne, en fait, on a besoin aussi d'en avoir partout, parce qu'à un moment donné, les échanges se réduisant pendant la période du Haut Moyen-Âge, on a besoin d'installer de la vigne partout, justement, pour les besoins du culte. Pour les besoins du culte et les besoins de la consommation, dans la mesure où le vin fait partie très tôt de l'alimentation, mettons, de tous ceux qui sont parvenus à un certain niveau d'aisance ou de fortune. Les producteurs de vin, ce sont des Latins, des Méditerranéens, des Italiens, des Espagnols, des Français, mais les commerçants et les consommateurs majoritaires, ce sont des gens du Nord. Et c'est en là sens qu'on voit que les grandes nations maritimes apparues à partir du XVIe siècle, les puissances du Nord-Ouest, l'Angleterre et la Hollande, vont jouer un rôle déterminant dans la commercialisation mondiale du vin, et sa transformation, et l'évolution aussi de son goût. Et les grands vignobles que nous connaissons aujourd'hui, à partir de quand est-ce qu'ils se distinguent par la qualité de leur production? Alors, le vin ne vieillissait pas autrefois, dans la mesure où on n'avait pas la capacité de le protéger de l'air. Le bouchage se faisait avec une couche d'huile ou avec une couche de cire ou un broquelet de bois, mais ils n'étaient pas imperméables. Quand il était dans des amphores, le vin, dans les amphores antiques, un récipient, dans un flacon de verre aussi bien. Ah oui. Mais ces procédés d'obturation ne garantissaient pas la pénétration de l'air et de micro-organismes. Par conséquent, le vin s'aigrissait et on ne pouvait pas, sauf accident extraordinaire, d'un ensoleillement, d'une conservation dans une cave particulièrement protégée, le vin vieux était tout à fait exceptionnel. Et c'est au XVIIe siècle qu'on parvient seulement à obtenir des verres plus longs que ronds, qui peuvent être conservés couchés, avec une obturation au bouchon de liège, qui reste donc, dans la mesure où la bouteille est couchée, en contact avec le vin qui vieillit avec lui. Et ces bouchons de liège viennent avant tout des forêts de liège du Portugal. Il se trouve que le Portugal a encore des forêts de liège qui sont, dit-on, les plus étendues en superficie d'Europe, peut-être du monde. Donc la conjonction des producteurs portugais et des marchands anglais qui avaient, eux, des verres extrêmement épais qui résistaient, qui permettaient donc cette formation de bouteilles longues. Cette conjonction des Portugais et des Anglais permet désormais des vins qui vont vieillir à l'abri de l'air. Et c'est donc seulement dans la deuxième partie du XVIIe siècle qu'on va avoir des vins qui vont vieillir, qui vont se marquer, si vous voulez, par une qualité exceptionnelle, et qui vont avoir désormais, on ne disait pas le vin de Bordeaux, autrefois on disait vin de Bordeaux, vin des Côtes-du-Rhône, désormais on dit le vin de Monsieur Latour, de Monsieur Pontac,
à Aubryon. Et ça, c'est le nom de lieu, le nom du propriétaire et un millésime. Ça, c'est des changements des années 1660-1680. Vous voyez, donc, fin du XVIIe siècle, on a toutes ces modifications à la fois qui permettent d'arriver dans une viticulture, d'imaginer une viticulture de qualité. Et alors, on a parlé là des bouteilles. Le tonneau inventé par les Gaulois, est-ce qu'il ne permettait pas, lui, une conservation du vin? Oui, mais enfin, là aussi, il faut qu'il soit parfaitement obturé. On fait des soutirages, on fait de l'houillage, on ajoute du vin. Tous ces procédés étaient connus. Mais pour le transport au loin, avec par mer le tangage, le roulis, les changements de température, il y a tout le danger que le vin tourne. Ce que faisaient depuis très longtemps, expérimentalement, les marins hollandais ou anglais, ils ajoutent de l'alcool en cours de route pour... Alors, ils veillent surtout à ce que les tonneaux soient pleins à ras-bord et qu'il n'y ait pas une once d'air. Et ils ajoutent de l'alcool pour empêcher la reprise d'une fermentation ce qui permet, quand le vin est en fermentation, il bruisse. Et quand il ajoute de l'alcool, ça fait taire ce bruissement. Donc on le rend muet. On appelle ça le mutage. Et alors c'est ainsi qu'on va voir apparaître le Porto, je crois. Voilà, alors le Porto est un vin rouge léger de la vallée, la haute vallée du Douro, qui est des vins qui sont cultivés sur des pentes abruptes avec des murets en escalade qui supposent beaucoup de travaux. Et le commerce anglais va s'y intéresser beaucoup parce que en 1662, le plus aimable des rois d'Angleterre, Charles II, épouse la fille du roi Jean IV de Portugal, Catherine de Bragance, qui lui apporte en dot Tanger, Bombay, des sommes considérables. Et donc cette alliance qui va faire que l'alliance éternelle entre le Portugal et l'Angleterre dure encore, que les négociants anglais vont s'implanter à Porto et modifier et promouvoir le vin de Porto. Alors l'Angleterre a joué un rôle très important dans l'histoire du vin parce que c'est elle notamment qui achetait une partie des vins du Bordelais au Moyen-Âge. Voilà, si vous regardez une carte de l'Atlantique Nord, vous verrez qu'il y a une ligne droite entre Portsmouth et Bordeaux, ou les ports, ou Bristol. Et il y a une évidence là. Et pour les Bordelais, qui ont fait très tôt le pari de la monoculture, ils dépendent, pour leur approvisionnement en blé, de ce commerce régulier. Donc, ils choisissent de faire uniquement du vin, mais pour ça, il faut qu'ils aient le monopole du commerce anglais. C'est ça. Et alors ce commerce anglais, on le voit se mettre en place au Moyen-Âge. Bien sûr. À l'époque où l'Aquitaine dépend les rois d'Angleterre, Plantagenets sont ducs d'Aquitaine. C'est ça. Mais alors, la guerre de 100 ans intervient. Le royaume de France s'empare de l'Aquitaine, après la défaite de Castillon, mais le flux commercial va continuer. La sagesse, et son fils Louis XI a la sagesse de maintenir les privilèges des Bordelais qui avaient été accordés par les rois d'Angleterre, un privilège qui consiste à vendre les premiers avant les fêtes de fin d'année, leur vin, c'est-à-dire d'assurer le débouché du vin de la Sénéchaussée de Bordeaux, en empêchant la descente de ce qu'on appelle les vins de haut, les vins d'amont, d'Agenais ou de Gascogne. Alors c'était d'autant plus la cause des Anglais, c'est-à-dire que généralement, le Quercy, l'Agenais avaient pris le parti du roi de France contre les Plantagenets. Par conséquent, les rois d'Angleterre favorisaient et les rois de France ensuite ont eu la sagesse de ne pas irriter les Bordelais et de confirmer leurs privilèges qui ont duré jusqu'à la Révolution.
Et alors, ce vignoble de Bordeaux, donc on connaît son importance, mais il y a d'autres vignobles, évidemment, dans l'histoire viticole française qui sont au premier plan, et notamment le vignoble bourguignon. Alors lui, on peut lui le rattacher très nettement à l'expansion du christianisme, puisque sans doute y avait-il une viticulture, on dira, des paysans, mais il est certain que dès le VIe siècle, les couvents de l'ordre cistercien, suivant la règle de Saint-Bernard, choisissent l'implantation de vignes et de procédés de vinification qui dépassent en quantité le simple besoin de consommation des moines. Peut-être, enfin certainement à cause de la qualité du terroir, de la qualité des cépages originels, le pinot noir, et l'exposition aussi au sud-est. Enfin, pour toutes ces raisons, ce vin est excellent. Par conséquent, les moines vont le commercialiser. Ils ont des pressoirs, ils ont des celliers beaucoup plus grands que leurs propres besoins, si vous voulez. Et ils le vendent à Paris, à la Basse-Bourgogne par la descente de Lyon, ou bien ils peuvent les vendre par les foires de Champagne, à Troyes, ou les faire descendre par les Charrois, oui, mais alors monter, je dirais, ou descendre plutôt, vers Anvers par la Meuse, vers les Flandres. Et alors vers le sud, par la Saône et le Rhône, ils vont approvisionner notamment au XIVe siècle Avignon, qui est où la papauté s'est établie entre 1305 et 1367. C'est-à-dire là, pendant un siècle, on a à Avignon, ville prospère, qui attire, du fait de la présence des papes, un circuit de gens commercial considérable de 10 000 habitants, ce qui, pour l'époque, était énorme. Et puis des cérémonies liturgiques qui attirent à ce moment-là beaucoup plus, 20 30 000 habitants. On a un lieu de consommation et donc où va se développer le commerce, la mondialisation, on peut dire, du Bourgogne à partir d'Avignon et de la foire de Beaucaire en aval, et puis également d'un vignoble qui se trouve juste en face d'Avignon, sur l'autre rive, sur la rive droite, celle du roi de France. Ce sont les coteaux des Côtes du Rhône qui portent déjà ce nom-là. Qui se développe à la faveur aussi de la présence pontificale. Tout à fait, puisqu'ils sont de l'autre côté du pont, du pont Bénazet, on arrive aux Côtes du Rhône. Bien sûr. Alors, il y a évidemment un vin auquel tout le monde pense quand on évoque l'histoire du vin, c'est le champagne. Là, c'est tout à fait autre chose. Ça oui. C'est-à-dire que le grand bouleversement, c'est l'avènement à la fin du XVIIe siècle du champagne pétillant, mousseux. Alors que le champagne médiéval, qui avait un très gros succès, qui se vendait en Allemagne... Oui, il y avait déjà un vignoble important dans cette région-là. Oui, était un rouge léger. Et c'est seulement... Alors, il y avait de temps en temps, il y avait des cuvées qui étaient pétillantes par accident, mais qu'on n'était pas capable de renouveler. Et c'est à la fin du XVIIe siècle que... Alors, on prête toujours l'expérimentation à Dom Pérignon, qui était le procureur cellerier, l'homme d'affaires de l'abbaye d'Auvilliers, abbaye cistercienne, qui cherche à reconnaître les procédés d'apparition de la mousse et à la renouveler. Alors, effectivement, il a sans doute compris le fait que, avec les premiers froids de la fin de l'automne, la fermentation s'arrête avant que tous les sucres aient été transformés en alcool. Et que lorsqu'on soutire à la lune de mars, la fermentation reprend. Et à ce moment-là, si on entretient cette fermentation, qui va durer jusqu'au début de l'été, on aura des chances d'obtenir un vin mousseux
Et simplement, il faut pouvoir le conserver et donc avoir des bouteilles de verre assez épais avec une ficelle pour l'attacher ou un gorgeret où on retient la ficelle. Enfin bon. Mais les Anglais, alors bravo Dom Pérignon, on est vers 1680-1700, et effectivement à Paris, on commence à goûter, on appelle ce vin le vin saute-bouchon, le vin Pérignon. Mais les Anglais avaient fait, les commerçants anglais qui se servaient, qui achetaient du vin de Reims, avaient sans doute 10 ou 20 ans avant Dom Pérignon, puisqu'on a une pièce de théâtre jouée à Londres en 1668 qui fait chanter le sparkling wine, le sparkling champagne. Donc ça, c'est une certitude. Et pourquoi les Anglais nous ont-ils précédés? Enfin, c'est parce que ils avaient justement ces procédés de verrerie. Au lieu de saccager leur forêt pour avoir du charbon de bois, à partir des années 1630, ils ont eu du charbon de terre de Newcastle, qui permettait d'avoir des verres beaucoup plus épais. Et deuxièmement, ils ont eu du sucre qu'ils ajoutaient du fait de la conquête en 1656 de la Jamaïque qu'ils ont pris aux Espagnols. Et pour ces deux raisons, on a du champagne à Londres dans les années 1660. Alors le succès du champagne mousseux. Voilà. Le succès extraordinaire du champagne, quelles en ont été les principales étapes? Il apparaît au XVIIIe siècle. Oui, alors tout au long de la deuxième partie du XVIIIe siècle, on a là toutes les plus vieilles maisons de champagne, elles sont créées à ce moment-là. Des plus célèbres, c'est donc Moët qui est l'un des Moët avait été, dit-on, compagnon de Napoléon à l'école de Brienne. Mais dans les premières décennies du XIXe siècle, il y a énormément de pertes. Encore les bouteilles explosent au point que dans les caves où les magasiniers vont chercher les bouteilles, ils portent un masque de fer pour éviter l'éclatement de bouteilles. Et c'est seulement dans les années 1830 qu'un pharmacien de Châlons comprend également à peu près le calendrier, si vous voulez, d'évolution et donne des éléments de techniques qui vont assurer la régularité de l'évolution du vin. Oui. Et alors on a là, c'est une explosion commerciale dans la deuxième partie du XIXe siècle qui va faire disparaître les premiers, les rouges légers champenois, qui existent encore, mais dans leur proportion aujourd'hui, ils sont excellents, mais ils représentent un pourcentage minime par rapport au succès mondial fabuleux. Fabuleux du champagne. Alors, l'histoire du vin, c'est aussi l'histoire des pratiques sociales, des attitudes par rapport au vin. Et les historiens, au cours des dernières décennies, se sont penchés sur des phénomènes comme l'ivrognerie, l'alcoolisme. Que nous ont-ils appris sur ces questions? C'est donc Noé et Lot, neveu de Salomon, après la chute de Sodome et Gomorrhe. Et alors, chaque fois, cette ivresse est scandaleuse, mais en même temps, elle donne, dans l'épisode biblique, donne lieu à un renouvellement de population, de dispersion. Et donc, sont comme des nouveaux Adams. Donc, l'ivrognerie, certes, est scandaleuse, mais elle est porteuse d'avenir. D'un renouvellement. On peut dire que l'ivrette, l'ébriété, permet de communiquer peut-être avec un monde extérieur. Elle prend une dimension sacrée. Alors, on peut imaginer que l'ébriété n'est pas seulement scandaleuse. Et au XVIIe siècle, les traités de morale la condamnent pour l'aspect de dégradation de l'individu, la perte de conscience. Et elles n'ont pas encore compris, si on peut dire, on n'a pas mis encore l'accent, si vous voulez, sur le danger sanitaire de l'alcoolisme. Et c'est symptomatique que le mot d'alcoolisme n'apparaît dans le vocabulaire des traités hygiéniques en français qu'en 1849. C'est véritablement un phénomène neuf. Alors, il y a on boit en taverne, on boit collectivement, le vin sert aux fêtes,
à la signature de contrats, aux réconciliations, aux rencontres d'amis, un propriétaire qui rencontre ses métayers, un chef d'entreprise qui recrute ses ouvriers. Ils vont conclure ça au cabaret, à la taverne. Et alors en même temps, il y a des réglementations, bien sûr, qui viennent au cours du 19e siècle, dans tous les pays. Le 19e siècle hygiéniste va prendre un petit peu le contrôle de tout ça. Pour hygiéniste et également de morale sociale, pour éviter que l'homme dilapide les biens de la famille. L'argent du ménage au cabaret. Avec ses amis au cabaret, au lieu de rester avec sa femme et ses enfants. Voilà quelques réflexions qui ouvrent sur la richesse de cet ouvrage, Les secrets du vin, du professeur Yves-Marie Bercé, aux éditions Vuibert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bercé.